Le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait la fin des repas Crous à 1 euro pour tous. Cette mesure avait été prise en janvier 2021 pour aider les étudiants. Le 25 janvier, tous les étudiants, boursiers ou non, peuvent bénéficier de 2 repas par jour au tarif de 1 euro. En effet, les étudiants ont été particulièrement touchés par la pandémie. Cependant, la précarité étudiante n'est pas récente. Ce n'est pas un phénomène qui date d'hier. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur ma chaîne, on va parler précarité étudiante. Mais d'abord, la précarité étudiante, qu'est-ce que c'est ? La notion de précarité est liée avec celle de pauvreté, mais ce n'est pas exactement la même chose. Pour l'INSEE, on peut considérer un individu comme pauvre lorsque son ménage vit en dessous du seuil de pauvreté. En France, ce seuil s'élève à 1 063 € par mois. Aujourd'hui, sur les 2 700 000 étudiants, c'est 20% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. La précarité n'est pas seulement monétaire, elle touche aussi des aspects familiaux, sociaux et psychologiques. C'est un phénomène multidimensionnel. Il est défini pour la première fois en 1987 par Joseph Wresinski. La première caractéristique de l'individu précaire, c'est qu'il ne possède aucun pouvoir sur l'avenir. Sa vie est régie par l'incertitude. Il n'a pas les moyens pour faire face aux difficultés qui peuvent survenir. Il n'a pas non plus de sécurité financière. Ces conditions peuvent, très vite, mener à la grande pauvreté. C'est pendant la crise du Covid-19 que l'on a le plus entendu parler de la précarité étudiante. À chaque distribution, la file s'allonge. Sur le campus de Bordeaux, de plus en plus d'étudiants viennent chercher le colis hebdomadaire distribué par la Banque alimentaire. Pourtant, ce n'est pas un phénomène récent du tout. D'après le Comité national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, entre 2001 et 2005, les dépenses obligatoires auxquelles doivent faire face les étudiants ont augmenté de 23%. Pourtant, parallèlement, il y a eu très peu d'augmentation des bourses. À cette époque-là, déjà, 20% des étudiants expliquaient devoir faire face à des difficultés financières sérieuses. Ces étudiants déclaraient que leurs finances étaient source d'insomnie, de déprime, d'angoisse, de stress. Tous ces facteurs augmentent le risque d'abandon des études ou bien d'échec. Plus récemment, avant le Covid-19, la précarité étudiante était déjà dénoncée. Souvenez-vous, en décembre 2019, Anas, 22 ans, étudiant en sciences politiques, s'immole devant le Crous de Lyon en laissant une lettre. L'étudiant explique qu'il avait perdu sa bourse, et même lorsqu'il avait une bourse, celle-ci se révélait bien insuffisante pour couvrir ses besoins. Il a laissé une sorte de testament politique. Dans sa lettre, il accuse Macron, Hollande et l'Union européenne d'avoir créé des incertitudes sur l'avenir de toutes et tous. Il accuse également Le Pen et les éditorialistes d'avoir créé des peurs plus que secondaires. Il faut arrêter l'immigration, il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Moi je pense, et je vous le dis clairement, qu'il faut notamment aujourd'hui, maintenant, il faut geler la construction de toute nouvelle mosquée. Le jeune homme plaide pour l'instauration d'un salaire étudiant pour qu'on ne perde pas sa vie à essayer de la gagner. Avec le Covid-19, la situation n'a fait que de s'empirer pour les étudiants. D'après l'enquête de l'association Copain, publiée en avril dernier, 79% des bénéficiaires qui ont sollicité une aide alimentaire l'ont fait pour la première fois cette année scolaire. De plus, selon la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, 74% des étudiants interrogés estiment avoir rencontré des difficultés financières pendant cette année. D'autant plus que la diminution des jobs d'été, des jobs à l'année et les difficultés financières que peuvent rencontrer les parents n'ont pas arrangé la situation. D'habitude, je travaille, je fais des saisons. Cet été, j'ai pas trouvé, j'ai pas pu. Donc forcément, pour le reste de l'année, ça impacte ce qu'on peut avoir. 46% des étudiants touchés par la précarité présenteraient des signes de détresse. De plus, dans les universités, on a constaté une augmentation des taux d'échec de 3%. Il y a eu de nombreux hashtags lancés suite à la fermeture des facs comme étudiants fantômes. La réponse du gouvernement n'a pas été très appréciée. La plupart des étudiants ne se sont pas reconnus dans les stratégies de communication de l'Élysée. Inviter des influenceurs qui ne connaissent rien à la réalité étudiante a été vu comme déplacé. Enjoy Phoenix ne représente pas du tout la précarité étudiante. Qui t'a embrassé? Personne! C'était Trevor? Non! Ma Tessa aurait jamais embrassé un étranger dans un club! Je suis plus ta Tessa, tu m'entends?
Et de plus, son inquiétude vis-à-vis des taux de triche lors des examens semble déconnectée de toute réalité en temps de crise. Le gouvernement aurait pu inviter des vrais étudiants en situation de précarité. La stratégie de communication semble déconnectée de toute réalité du terrain. Mais qu'en est-il ailleurs ? La situation des étudiants est-elle meilleure ailleurs, en Europe ? C'est le projet Eurostudent qui fournit des données permettant de comparer le niveau de vie des étudiants. Cependant, il faut noter que ces données datent de 2016, donc avant la pandémie. 23% des étudiants français estiment rencontrer des difficultés financières sérieuses. La France est dans la moyenne, mais elle est loin derrière ses voisins néerlandais, 14%, suisses, 17%, suédois et allemands, 18%. Les étudiants français sont les troisièmes plus pauvres, avec en moyenne un revenu de 837 € par mois, ramené à 637 en parité de pouvoir d'achat, juste derrière la Croatie et la Slovénie. Les Islandais et les Suisses s'en sortent beaucoup mieux que nous, avec en moyenne des revenus en parité de pouvoir d'achat de 1245 et 1210. En France, les aides publiques sont relativement faibles et représentent en moyenne 27% du revenu mensuel d'un étudiant. En Suède et au Danemark, on peut presque parler de salaire étudiant. Les bourses et les prêts représentent 65% du revenu mensuel d'un étudiant, et cela peut aller jusqu'à 10 000 € par an. On retrouve un point de tension notable en France sur les frais d'hébergement. En moyenne, 47% du revenu mensuel d'un étudiant part dans l'hébergement. C'est le taux le plus haut en Europe avec le Danemark. La moyenne est seulement de 35%. Un autre point très problématique, ce sont les frais fixes qui comportent le logement, la nourriture et les moyens de communication. En France, cela représente en moyenne 73% du budget mensuel d'un étudiant. C'est le taux le plus élevé d'Europe. Cependant, point positif en France, les frais de scolarité sont plutôt bas. Ils représentent en moyenne 9% du budget mensuel d'un étudiant, même si je considère que cela devrait être complètement gratuit. Mais alors, que faire pour lutter contre la précarité étudiante ? Qu'est-ce que l'on peut apprendre de nos voisins ? La précarité étudiante est un problème structurel qui ne date pas du Covid-19. En 1964, même constat. Tous les soirs depuis 3 ans, Roger est obligé de travailler comme chauffeur pour payer son école. Années 80, c'est toujours le même problème. En 1982, selon une étude, 60% des étudiants vivaient avec moins de 1000 francs par mois. Les syndicats étudiants réclament notamment une baisse des frais des logements universitaires, une multiplication de ces logements et une revalorisation de la bourse. Toutefois, il y a une mesure qui fait très parler d'elle. Elle suscite de nombreux débats. C'est celle du salaire étudiant. C'est une revendication qui arrivait très tôt dans les milieux militants universitaires, en 1946. La même année, lors d'un congrès de l'UNEF, la charte de Grenoble est signée avec le fameux adage « Un étudiant est un jeune travailleur ». À travers cette phrase, le salariat est considéré comme un droit pour les étudiants. C'est une revendication qui est sortie des syndicats dans les années 2000. Pourtant, aujourd'hui, elle reprend du terrain. Nous, on milite notamment pour un revenu étudiant. On estime que quand on est étudiant et qu'on passe plus de 30 heures par semaine à travailler, vraiment à réfléchir, en fait, on travaille et que si jamais les étudiants ils arrêtaient d'étudier pendant 5 ans, et les conséquences 10 ans plus tard, ce serait que le pays il aurait un immense effondrement de main-d'œuvre. Donc en fait, oui, l'État il doit rémunérer ses étudiants. De nombreux chercheurs sont plutôt en faveur du salaire étudiant. On a notamment l'économiste Thomas Piketty et le sociologue Camille Penny. Très souvent, le salaire étudiant est perçu comme une utopie budgétaire. Pourtant, dans certains pays, il existe déjà. C'est notamment le cas au Danemark, où chaque étudiant reçoit par mois 5800 couronnes danoises, soit environ 800 €. Les conditions pour recevoir ce salaire sont plutôt simples. Il faut avoir quitté le domicile familial, être inscrit dans l'enseignement supérieur et travailler au moins 10 heures par semaine. Ce salaire permet à l'étudiant d'être indépendant. En Norvège, un autre modèle existe. C'est un modèle de prêt à taux zéro de 1150 € par mois durant les études, mais beaucoup plus avantageux qu'en France. Si l'étudiant réussit ses études, la somme est divisée par 2. En France, pour emprunter à taux zéro, il faut emprunter moins de 15 000 € et il faut rembourser 3 ans après avoir emprunté, même si l'on n'a pas fini ses études. Ce n'est pas le cas en Norvège. L'argument principal d'opposition en France, c'est le coût. Pourtant, il n'est pas si problématique que ça. Si l'État délivrait 700 € par mois aux 1 600 000 étudiants dans l'enseignement supérieur en 2018
2019, cela lui reviendrait à 14 milliards d'euros. Aujourd'hui, les bourses coûtent à l'État presque 6 milliards d'euros. La différence n'est pas énorme puisqu'elle est d'environ 8 milliards d'euros. Ce n'est pas une somme faramineuse. À titre de comparaison, le crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi, en 2018, a coûté 21 milliards d'euros. Surtout qu'il ne faut pas oublier que ce salaire repartira notamment en taxes, en TVA à 20% pour l'État. Il est également toujours possible de récupérer de l'argent ailleurs. On estime le coût pour le SNU, le Service National Universel, à entre 1 milliard et 1 milliard 500 millions d'euros. La réforme de l'ISF, elle, est à l'origine d'une perte pour les finances publiques de presque 3 milliards d'euros et d'une aggravation des inégalités. D'autres l'ont déjà fait avant nous. Le coût n'est pas faramineux. Le salaire étudiant apparaît plus comme un problème politique que technique. L'État est-il réellement prêt à investir dans sa jeunesse, dans ses étudiants ? Le problème est structurel et il est très important de réformer durablement le système pour mettre fin à la précarité étudiante. La véritable richesse d'une nation, c'est également sa capacité à former, à éduquer ses citoyens dans de bonnes conditions. Ils vous le rendront. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très vite et portez-vous bien!